Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 26 juillet 2025, épisode 367, et au sommet de ce jour, le groupe Black Suite a été démantelé par une opération de police internationale. Un nouveau groupe nommé KO a déjà émergé et reprend une partie de ses outils tactiques. Le département de la justice des États-Unis signale que des hackers nord-coréens ont opéré une ferme de faux freelance informatiques depuis un domicile en Arizona, visant à infiltrer des entreprises américaines. Les distributions Linux poursuivent l'adoption renforcée d'APP Armor et SELinux pour la sécurisation des systèmes. Le CERT-FR a publié 2 avis sur plusieurs vulnérabilités critiques, dont un premier avis sur les produits VMware Tanzu, avec 19 bulletins de sécurité concernés. Le second avis du CERT-FR alerte sur des vulnérabilités multiples dans les noyaux Linux des distributions Ubuntu 20.04 à 25.04. Et enfin, un nouveau malware baptisé COSC, généré à l'aide de techniques d'IA, cible des environnements Linux. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources citées dans cet épisode sur le site de radiocesseur.org. Et vous l'avez remarqué, j'ai sorti la newsletter 21, la 21e, vous vous rendez compte ? À lire, je vous le recommande fortement. Quelques heures à peine après le démantèlement du groupe de ransomware Black Suite par une opération de police internationale baptisée Checkmate, un nouveau groupe baptisé KO fait déjà surface. Ce nouveau venu, mais il n'est pas si nouveau venu que ça, vous allez voir. Il reprend des codes classiques de ransomware. Extension de fichier .ko, note de rançon nommée readme.ko.txt et méthode d'accès à distance via Microsoft Quick Assist. D'après les chercheurs de Cisco Talos, ce groupe pratique le Big Game Hunting, ciblant principalement les États-Unis, mais également le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et l'Inde. Un cas récent fait état d'une demande de rançon avoisinant les $300 000. Le mode opératoire repose sur du social engineering avancé, où les victimes sont incitées à contacter un faux technicien en cybersécurité. Ce dernier prend alors le contrôle de la machine via Quick Assist et permet l'intrusion, le chiffrement et l'extorsion de la cible. Le groupe KO semble être une reprise ou une reformation de Black Suite, lui-même né du groupe Royal, issu à son tour du gang Conti. Talos note des similitudes fortes dans des mécanismes de chiffrement, les outils d'accès à distance, les notes de rançon et l'usage de LOLbeans, ces utilitaires Windows détournés pour opérer sans déposer de malware détectable. L'opération de Checkmate, qui a mis fin à l'infrastructure visible de Black Suite, a été menée conjointement par le DOJ américain, le DHS, Europol, les polices allemandes, néerlandaises, britanniques ainsi que la cyberpolice ukrainienne. Malgré ces victoires, l'émergence rapide de KO illustre une nouvelle fois le jeu du chat et de la souris entre cybercriminels et forces de police. Derrière chaque nom de groupe se cache souvent un réseau mouvant, réactif et persistant. ARS Technica a publié un article le 25 juillet 2025. Christina Chapman, une résidente de l'Arizona âgée de 50 ans, a été condamnée à 102 mois de prison pour avoir aidé des hackers nord-coréens à voler des identités américaines et obtenir des emplois IT à distance au sein de plus de 300 entreprises américaines, dont Nike. Le programme aurait permis de transférer plusieurs millions de dollars à la Corée du Nord. Chapman réceptionnait les ordinateurs professionnels fournis aux faux employés en conservant plus de 90 PC à son domicile et facilitait l'accès à distance via AnyDesk, des VPN et des proxys, permettant aux hackers de se faire passer pour des employés basés aux États-Unis. Certains ordinateurs étaient réexpédiés à une ville chinoise située à la frontière nord-coréenne. Chapman participait également à la falsification des documents d'embauche comme le formulaire I-9, tout en exprimant ses craintes de poursuites fédérales en cas de manipulation directe. En plus de sa peine de prison, elle devra purger 3 ans de liberté surveillée, rembourser la somme de $176 850 et sachant qu'on lui a déjà confisqué $284 555 d'actifs au profit de la justice. L'affaire met en lumière les tactiques de dissimulation employées par les groupes nord-coréens pour infiltrer des environnements IT américains et en se faisant passer pour des prestataires à distance. Et après, on s'étonne que le full remote a des difficultés en Europe. Un article intéressant du Linux Journal, écrit par George Whitaker, fait état d'une progression notable dans l'adoption des frameworks de contrôle d'accès obligatoires sur Linux, les fameux APP Armor et SELinux.
SE Linux, développé initialement par la NSA puis intégré par Red Hat, est désormais activé par défaut dans la distribution OpenSUSE Tumbleweed, depuis le snapshot 2025-211. Ce changement concerne aussi les images Minimal VM en mode enforcing. Il faut savoir que AppArmor reste disponible à l'installation, mais n'est plus activé par défaut. OpenSUSE Leap 16 activera également SE Linux en mode enforcing par défaut. C'est une évolution qui aligne les systèmes SUSE avec les pratiques de sécurité déjà en place dans les écosystèmes Red Hat Enterprise Linux et Fedora. SE Linux est également intégré par défaut à partir de la Debian 9 et l'Ubuntu 8.04. Ça ne nous rajeunit pas. C'est à l'époque où il distribue encore des CD gratuits dans les salons, si vous vous en souvenez pour les plus anciens. Elle est aussi utilisée dans Android depuis la version 4.3. Alors que AppArmor, initié sous le nom de Subdomain par Immunix, a été intégré au noyau Linux en version 2.6.36. Alors là, on s'est pris un coup de vieux, une claque. Mais il est activé par défaut dans Ubuntu depuis la 7.10 et dans Debian 10. Il continue d'être maintenu et proposé comme option dans les distributions SUSE. Le choix des éditeurs influence directement la surface de sécurité par défaut des systèmes Linux. SE Linux offre des politiques plus granulaires basées sur les labels avec des fonctions du type Enforcement, Airbag et Multi-Level Security, alors que AppArmor repose sur un modèle de contrôle par chemin plus simple à prendre en main. L'adoption croissante de SE Linux est également liée aux exigences des environnements cloud, conteneurs et autres contraintes de conformité réglementaire. Cette amélioration des outils, tels que Audit to Allow, des guides de migration et des formations facilitent son déploiement à grande échelle. Avec cette dynamique, les environnements Linux proposent désormais en standard un contrôle d'accès obligatoire robuste, qu'il s'agisse d'AppArmor ou des SE Linux. Alerte générale 24 heures sur 24. Le CertFR tire la sonnette d'alarme sur une série de vulnérabilités critiques affectant l'écosystème VMware, Tanzu. À travers son avis, le CertFR 2025 AVI 622, pas moins de 19 bulletins de sécurité ont été publiés par VMware. Référencés de la VMSA 2025-017 à la VMSA 2025-035, couvrant une large gamme de produits Broadcom, dont Tanzu Application Service, Cloud Foundry, Spring Cloud Services ainsi que les Steam Seals de base utilisés dans l'ensemble de la plateforme. Ces vulnérabilités signalées incluent des possibilités, alors accrochez-vous bien, exécution de code à distance, élévation de privilèges, contournement de politiques de sécurité, mais aussi des attaques par déni de service, des fuites de données ou encore des attaques de type XSS-SSRF. Ces failles impactent toutes les versions inférieures à Tanzu Application Service 1.16.11, ainsi que de nombreuses branches 4.x, 6.x et 10.x de la plateforme Tanzu, utilisées pour les environnements Cloud Foundry, les services d'authentification, les fonctions GEN d'intelligence artificielle ou encore les segments d'isolation. Le CertFR insiste, et je dis bien insiste sur la nécessité d'une mise à jour immédiate vers les dernières versions corrigées, publiées par VMware dans chaque bulletin. Il est également recommandé de désactiver temporairement les services non critiques, de surveiller l'exploitation possible de ces failles et de renforcer la supervision sur les environnements cloud et conteneurisés basés sur Tanzu. L'intégralité des bulletins est consultable sur le site de Broadcom, tandis que la synthèse officielle figure sur le site du cert.ssi.gouv.fr. Personnellement, moi je pars toujours du site du CertFR, ça vous fait vraiment gagner beaucoup de temps. Et c'est un excellent travail qu'ils ont fait. Cette seconde alerte critique émise par le CertFR, de multiples vulnérabilités ont été découvertes dans le noyau Linux des distributions Ubuntu. Ce sont des failles qui affectent les versions Ubuntu 20.04 en ESM, mais ainsi que les versions Ubuntu 22.04 LTS, 24.04 LTS, ainsi que la toute dernière 25.04. Certaines de ces vulnérabilités permettent une exécution de code arbitraire à distance, d'autres peuvent entraîner une élévation de privilèges, une atteinte à la confidentialité des données ou encore un déni de service. Elles sont référencées dans pas moins de 13 bulletins de sécurité publiés par Ubuntu entre le 18 et le 24 juillet 2025, incluant notamment les bulletins USN 7651-2, USN 7654-4 ou encore USN 7665-2. Au total, c'est plus de 100 vulnérabilités qui sont documentées, couvrant vraiment un spectre extrêmement large du noyau. Il y a des sous-systèmes réseau, il y a de la gestion de mémoire, il y a de la virtualisation, il y a le BPF, le BPF, l'IO During, le Bluetooth ou encore des systèmes de fichiers. Parmi ces failles critiques, on note la CVE 2024-53051 qui permet une exécution de code via l'interface IO During ou encore la CVE 2025-21716 exploitable via le sous-système vidéo V4L2. Le CertFR
recommande l'application immédiate des mises à jour de sécurité publiées par l'éditeur. On fait un apt-get update, apt-get upgrade, apt-get clean et apt-get dist upgrade. Et on finit avec un apt auto-remove pour les anciennes versions du kernel. Et enfin, pour nous, équipe de réponse à incident, que vous soyez sur un SOC ou un CERT ou du patch management, vous êtes invités à surveiller les journaux noyaux. C'est assez rare, et on le voit quand on a plusieurs milliers de serveurs, les journaux des noyaux des systèmes Linux, c'est des bibles d'informations. Il faut restreindre tous les modules non utilisés, renforcer les politiques AppArmor ou SE Linux, et en particulier sur les machines exposées sur Internet. Ça prend du temps, c'est casse-bonbon sur les premières, mais une fois que vous mettez ça dans un template Ansible, c'est juste une dinguerie, quoi. Ça vous donne le bon niveau de durcissement. Et pour accéder à l'ensemble des bulletins d'Ubuntu concernés et à la liste complète des CVE, je vous donne rendez-vous sur ubuntu.com/security ou sur le site du CERT-FR où l'AVI a été publié. Je vous mets le lien en description de l'épisode. Pour ce dernier article, il y a des chercheurs de chez Aquasec qui ont identifié Kosk, un nouveau malware ciblant les systèmes Linux, principalement utilisé à des fins de cryptominage. Décidément, depuis 2 mois, on l'en voit énormément arriver. Ce code malveillant présente plusieurs caractéristiques inhabituelles suggérant un développement assisté par IA. L'attaque initiale repose sur l'exploitation d'un serveur mal configuré, notamment une instance de JupyterLab, permettant aux attaquants de déposer des portes dérobées, donc des fameuses backdoors. Les charges utiles sont ensuite téléchargées à travers 2 fichiers images au format JPEG, hébergés sur des plateformes gratuites comme FreeImage, PostImage ou OVHimage. Ces fichiers sont des polyglots, combinant une image valide avec une édition binaire cachée à la fin du fichier. Le premier fichier contient une bibliothèque partagée en C agissant comme rootkit, tandis que le second dissimule un script shell furtif destiné à assurer la persistance sans laisser de traces apparentes. Il ne s'agit pas ici de sténographie, mais d'un abus de fichier polyglotte. Seuls les derniers octets malveillants du fichier sont exécutés en mémoire, évitant ainsi les mécanismes de détection classiques. C'est une tuerie. Franchement, j'adore lire ce genre d'articles techniques. Je suis rentré un peu plus dans le détail. Les gars, ils ont été mettre sur les 10 derniers octets. C'est juste au bon niveau pour ce qu'on appelle du hacking à l'état brut, quoi. La composante réseau du malware démontre des capacités adaptatives avancées comme la détection automatique de connectivité GitHub, la réinitialisation des paramètres DNS ou proxy et des tentatives dynamiques pour établir des connexions via des proxys fonctionnels. Ce modèle renforce l'hypothèse d'un code généré ou optimisé par LLM, les fameux modèles de langage, avec des scripts bien structurés, des commentaires explicites et une modularité soignée. Certains éléments syntaxiques en serbe ou en slovaque ont été révélés sans permettre une attribution formelle. Bon, ça c'est bidon, on en avait déjà parlé. Si demain vous décidez de vous faire passer pour des russophones ou des sinophiles, etc., bah vous faites votre code et vous allez sur une machine qui est complètement compilée, par exemple en chinois. Vous écrivez tous les commentaires en chinois via une LLM. Et puis on va dire, l'attaquant, il est potentiellement chinois. Donc c'est juste un délit de faciès, il n'y a aucune preuve. Ce qui est intéressant, c'est que Kosk va intégrer des mineurs pour 18 cryptoactifs différents, avec sélection dynamique d'algorithmes, CPU ou GPU selon la machine compromise. Il cible notamment du Monero, du Ravencoin, du Zano, du Nexa ou encore du Tari. Et il est capable de basculer automatiquement entre les crypto-monnaies ou les pools en cas d'échec. Toujours selon Aquasec, cette utilisation de l'intelligence artificielle marque une étape supplémentaire. Au-delà de la simple génération du code, il s'agit ici d'un logiciel malveillant doté d'une logique adaptative, capable d'évoluer en fonction de son environnement. Eh ben, on va pas être au chômage, hein. Et voilà, cet épisode de Radio Cessor du samedi 26 juillet 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Il est 21h30. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessor. Ne soyez pas timide. Au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Quelques petites surprises en préparation, mais je vous en dirai pas plus. J'attends de finir. C'est hyper long, mais je vais être hyper content de la fin. Mais tout ça, c'est grâce à vous. Au revoir. Je vous embrasse très fort.